Le guide de l'auto. Louis-Philippe, tu as conduit il y a quelques semaines le BMW iX3 et le rival direct de ce véhicule-là, il est chez Volvo. C'est le EX60. C'est deux véhicules qui sont lancés à peu près au même moment sur le marché, qui sont rivaux directs, qui ont une robe qui se ressemble un peu aussi. Tu vois là que les deux se lancent dans une chaude lutte. Accessoirement, tu as Mercedes-Benz qui arrive avec un GLC électrifié aussi. Mais il y aura une nouvelle compétition dans ce segment-là qui risque de gagner en popularité. Toi, tu arrives justement là, de mettre à l'essai le X60. Comment tu le compares au BMW iX3 pour lequel tu avais eu quand même de bons commentaires? Oui, le iX3, c'est un véhicule que j'ai trouvé qui donnait beaucoup de feedback, beaucoup de rétroaction dans le volant. Quelque chose qu'on ne voit pas normalement dans le segment ou même avec les véhicules électriques, c'est très difficile. Ben, la i4 faisait quand même une bonne job. Justement, mais chez BMW, on avait bien commencé cette histoire-là de garder l'ADN, le fun à conduire. Et puis, on a mis beaucoup d'accent sur ça avec le iX3. Ceux qui ont lu les articles connaissent le Heart of Joy là, de BMW, qui est comme un super ordinateur qui module les moteurs pour être capable de donner une conduite un petit peu plus permissive, un peu plus dynamique, vraiment quelque chose qui est réussi là, chez BMW. Du côté du X60, on se retrouve un peu plus dans le camp de Volvo, puis ça reste digne à ça. Là. Avec la variante P10 que j'ai essayé, il y a P6, P10 et P12. P6, c'est un simple moteur à l'arrière qui est commercialisé aux États-Unis. P10, c'est la variante à double moteur qu'on a maintenant, qui est disponible pour la commande maintenant. Et puis P12, ça va être une variante plus performante, plus autonome, qui va arriver plus tard. Donc, chez nous, c'est rouage intégral seulement. Exact. Avec une puissance qui s'apparente 503 chevaux. OK, 503 chevaux, 524 livres-pieds de couple. On a une batterie de 95 kWh, dont 93 sont utilisables. 514 km d'autonomie. Et ça, c'est comme un petit bémol, contrairement à que je regarde avec le iX3, parce que justement, le iX3 vante une autonomie qui dépasse les 600 en ce moment. Il va falloir l'essayer là, chez nous pour voir, parce que j'ai trouvé... Mais BMW a une batterie de plus grande taille aussi. Si je me trompe pas, c'est 112 kWh. Fait que c'est 112 points quelques kWh chez BMW. Tu sais, c'est la capacité de la batterie versus l'autonomie. Le ratio est très semblable. Oui, aussi. Puis, avec la consommation que j'ai eue avec le EX60, j'aurais pu y aller pas mal plus proche de 600 km. OK, bon, c'était en Espagne, dans une température idéale. Évidemment, c'est des affaires qu'on va comparer au guide de l'auto, ces deux véhicules-là. C'est sûr que vous allez voir ça. Mais pour le moment, le X60, une conduite, on a tous les éléments qu'on retrouve, presque tous les éléments qu'on retrouve du côté du BMW iX3. Deux moteurs, on a le vecteur de couple, on a le même type de batterie, etc. On a un châssis qui est quand même très rigide. La batterie, elle est intégrée dans le véhicule. Mais on met l'accent sur le confort. Un véhicule qui est extrêmement silencieux sur l'autoroute à haute vitesse. La performance, j'ai pas besoin d'en parler parce que c'est super vite, mais la direction, le comportement du véhicule global dans les courbes, c'est pas la même affaire. C'est plus feutré. C'est ça. Beaucoup plus confortable. Cette direction, c'est entièrement électrique. Bon, c'est un bon routier. Là. C'est vraiment, comparativement au iX3, qui est peut-être un petit peu plus dynamique. À l'intérieur, beaucoup d'espace. On a plus d'espace de chargement du côté du EX60 que le iX3. On a pas de bouton physique, pas de levier, pas de commande physique. C'est la même affaire du côté de chez BMW, mais c'est dépourvu de ça. Sauf qu'on a un nouvel écran qui est de 15 pouces, qui est placé de manière horizontale. Ça, c'est différent qu'on est habitué chez Volvo normalement avec l'espèce d'écran vertical. J'ai trouvé que c'est incurvé un petit peu vers l'extérieur, plus facile à utiliser. Oui, il y a encore des commandes qui sont un petit peu difficiles à trouver, mais le format de l'écran, il est beaucoup plus avancé là, que ce qu'on avait du côté de ce qu'on avait avant. Technologie. On a intégré l'intelligence artificielle, évidemment, dans le véhicule avec Google Gemini. J'ai pu commencer à poser des questions à cette machine-là, à savoir qu'est-ce que tu es capable de faire avec le véhicule. Bon, je suis capable de changer la température, des sièges, de trouver une direction, etc. Aujourd'hui, ça prend une intelligence artificielle pour changer la température. Écoute, on est même plus capable de faire avec un habitat qui est dépourvu de commandes manuelles, je me dis, tabardouche, moi-même, je vais me rendre là à place de casser avec l'écran. Hugues ne vendra pas sa vieille Subaru Legacy. Non, mais on crée un problème. On enlève des boutons et maintenant,
ça prend une intelligence artificielle pour régler la température. Ouais, fait que tu sais, on marche sur la tête, écoute, c'est ridicule. c'est un petit peu différent des assistants à commande vocale actuels parce que tu peux avoir une conversation en place de dire mets la température à 22 de degrés. te défendre. Ouais, c'est ça. Mets la température à 22 degrés, tu peux dire j'ai frette, aide-moi, tu sais, fait que ça va être ça. Là, tu sais, fait que c'est ça le progrès. Pas un fan, mais c'est inévitable dans tous les constructeurs, dans tous les véhicules, ça va arriver. Quelle misère. Côté Quelle prix, misère. 77 500 $ de prix de départ. On est un petit peu plus haut que le iX3, fait que ça va être quand même une chaude lutte là, tu sais, pour de ce côté-là. Mais on va avoir une variante cross-country qui va arriver un petit peu plus tard dans le véhicule. Fait que c'est essentiellement ça. Toi, tu as été essayé quelque chose du côté de chez Lexus? Oui, Lexus qui lance une nouvelle génération de ES qui devient la doyenne chez Lexus parce qu'évidemment, avec la disparition de la LS, elle reste la ES comme première autre voiture qui a été lancée par Lexus en 90. La S250. Oui, c'est ça. Puis à cette époque-là, c'était une Camry endimanchée avec un V6 2.5 litres de 156 chevaux, avec du beau cuir, mais c'était pas mal ça. Oh non, c'était très exactement ça. Mais la ES aujourd'hui, c'est une relance. Là. C'est complètement une autre philosophie. Les proportions sont beaucoup plus semblables à celles d'une Toyota Crown, plus haute sur pattes. Ce que les acheteurs vont aimer parce que la position de conduite est surélevée et donc tu n'as pas l'intention de te glisser dedans ou de faire un effort physique, de descendre dans la carrosserie. Tu t'assois tout naturellement. Énormément d'espace, énormément de confort. C'est pas dur, là. Retenez que cette voiture-là, elle est confortable à tous les niveaux. Confortable en termes de siège, de suspension, d'insonorisation, d'aménagement intérieur parce qu'on a une nouvelle interface multimédia plus efficace. C'est le confort. C'est du Lexus, là. Partout. Oui. Exactement. Après ça, il y a différentes variantes techniques. Tu peux avoir une ES350H hybride. Au Canada, elles sont toutes à 4 roues motrices. Aux États-Unis, il y a des variantes à traction, mais c'est 244 chevaux. Grosso modo, c'est 236 dans une Crown, 244 dans une ES350. Où est la différence? C'est pas mal... Ben, la différence, elle est dans le fait que chez Lexus, on utilise du super. Et chez Toyota, on utilise de l'ordinaire. Fait que on nous a dit qu'il y avait une évolution dans la mécanique. Puis oui, il y a des petits changements, mais en vérité, bon, on comprend que la puissance est quasi la même dans les deux cas. Ça roule à 5,3 litres au 100 en moyenne combinée en 4 roues motrices, malgré le fait que ce soit une voiture qui est quand même... C'est quelque chose. Ça. Et je vous dirais que l'hybride, je pense, va séduire plus de gens parce que c'est une formule vraiment idéale. Après ça, tu peux tomber dans l'électrique, soit en traction, soit en 4 roues motrices. En traction, tu as 221 chevaux, ce qui pour une voiture de cette taille-là est pas très rapide. C'est 8 secondes pour le 0-100. Donc, ça risque de décevoir quelques personnes, mais en accélération initiale, il y a de la puissance en masse quand même. Et là, tu es à 481 km d'autonomie. On se garoche pas sur les murs, là. C'est pas, on bat pas de record. Mais si tu prends un modèle 4 roues motrices, là, tu gagnes 100 quelques chevaux, tu tombes à 337 ou 338 chevaux. Évidemment, tu as 2 moteurs électriques, mais tu vas perdre autour de 40 km d'autonomie. Donc, c'est un élément qui est considérable. Si vous voyez les images actuellement, celles de la planche de bord, il y a quand même cet écran qu'on a moulé à l'intérieur du poste de conduite. Ouais. C'est assez particulier. Ça a l'air d'un race pack, là, quelque chose qu'on verrait dans un char de course. Mais le reste est en espèce de suédine. Tout ce qui ceinture l'écran est en suédine. Okay. Imaginez-vous le plaisir d'épousseter ça. Ça va être l'enfer. Ça, clairement, les ingénieurs n'ont pas pensé à ça. Ça va prendre un rouleau pour les poils de chien. C'est ça. La petite brosse, là, c'est ça. Tu vas nettoyer ton costume? Non, mon tableau de bord, laisse faire. Mais tu sais, puis bon, les prix, ça va jouer, là, j'arrondis, mais 63 à 81 000 selon la version. Puis plus tu montes en gamme, plus tu as d'équipement, mais c'est pas la version la plus luxueuse qui va être la plus attrayante, à mon avis. Je pense qu'à 66, 67 000, tu vas avoir quelque chose de très, très bien, dans l'hybride comme dans l'électrique. Puis entre une électrique et une hybride, entre une électrique traction puis une hybride rouage intégral, il y a même pas 2000 $ de différence. Puis sinon, tu as autour de 6000 de différence là, pour avoir les 4 roues motrices dans les deux formules. Donc, l'écart entre l'hybride et l'électrique se rétrécit.
Techniquement, il y a 2 versions de l'électrique qui sont encore qualifiables pour la subvention du Québec de 2000 $ jusqu'à la fin de l'année. Mais évidemment, c'est symbolique rendu là. Pas de subvention fédérale qui s'applique sur cette bagnole-là. Mais c'est une voiture de luxe, spacieuse, ultra confortable, hybride ou 100% électrique et moins cher que tout ce que propose la compétition. En fait, il n'y en a pas de compétition. Quand tu regardes l'électrique, là, tu te dis, mais OK, c'est quoi la compétition de cette auto-là? J'ai posé la question aux gens de Lexus. Ils m'ont répondu, la BM i4. Ben, premièrement, j'ai fait, je ne croirais pas, mais deuxièmement, elle n'existe plus. Tu sais? Puis là, en étirant un peu, tu fais, OK, la Polestar 4, un peu haut sur pattes, 2 roues ou 4 roues motrices, mais pas la même vocation. Tu sais, ça, c'est vraiment axé sur le confort, sur l'expérience utilisateur, pas sur la dynamique de conduite, quoique même là, c'est une auto qui se défend bien. Fait que j'ai hâte de voir si ça va connaître du succès. Ça peut pas être pire qu'en 2025. On a vendu 800 quelques ES à l'échelle canadienne en 2025. Donc, c'est assez symbolique comme succès. Et puis, pour les versions, il y a l'embarras du choix. Je termine là-dessus. 12 versions de la ES. Ça veut dire qu'il y a probablement plusieurs pièces uniques qui vont se vendre au pays cette année. Wow. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.